Plus de 30 experts de 7 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest ont été renforcés en capacité sur les maladies émergentes et réémergentes qui rongent les continents. Durant un mois, ces experts venus du Burundi, Cameroun, Gabon, Tchad, Guinée-Conakry, RDC et RCA se sont retrouvés à Kinshasa dans une session régionale organisée du 2 février au 4 mars 2023. Ce sont des maladies qui sont nouvelles ou de découvertes nouvelles. Par exemple, la Covid, avant 2019, on ne la connaissait pas. Elle apparaît et entraîne une grosse pandémie qui paralyse toute la Terre entière. Donc, il est important de pouvoir les détecter à temps, de manière à prévenir tout ce que nous avons connu comme conséquences que tout le monde a vu. Et c'est comme ça, l'INRB, avec l'expertise que nous avons eue et en relation avec nos partenaires, nous essayons de mettre les prestataires de santé, particulièrement de laboratoire, à niveau pour être à même de détecter à temps et de prévenir. Ils ont été dotés de nouvelles connaissances pour se familiariser avec de nouvelles techniques susceptibles d'aider à détecter les maladies infectieuses émergentes. La cérémonie de clôture de cette session a eu lieu le samedi 4 mars à Kinshasa. Les expériences partagées lors de cette formation ont démontré que les maladies émergentes commencent souvent au niveau primaire. Pour que cette lutte soit efficace, il est donc important que l'approche soit multidisciplinaire. Elle ne doit pas se limiter au niveau de la détection, mais elle doit aller jusqu'au niveau des systèmes de santé. Nous sommes avec nos partenaires en train de penser que cette formation doit être... il y a un programme d'accompagnement des personnes que nous avons formées, éventuellement avec 2 recyclages. Mais ce qui est important pour nous, c'est de maintenir cette formation annuelle. Et on pense que l'année prochaine, aux mêmes périodes, nous pourrons réorganiser avec d'autres personnes cette même formation. Les bénéficiaires ont mis à jour toutes les techniques de base de la virologie, bactériologie, immunologie, parasitologie et d'autres domaines de diagnostic. Cette formation s'est voulue généraliste, mais aussi ciblée par rapport aux maladies prioritaires de chaque participant. C'est une technique que nous avions appris à l'école, mais au cours de cette formation, nous avons pu pratiquer sur certaines techniques qu'on n'avait jamais faites durant notre vie professionnelle. Comme quoi par exemple? Surtout pour le diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine, le diagnostic des microfilères, le diagnostic de la schistosomiase. Ça sont des techniques nouvelles qu'on a reçues durant cette formation. La formation a été rendue possible grâce au soutien de l'Agence japonaise de développement JICA qui est engagée dans la lutte contre les épidémies en Afrique centrale. Avec cette organisation de formation régionale, nous tentons de renforcer la capacité de ces experts locaux. Et non seulement renforcer la capacité, mais aussi d'avoir le renforcement du réseau entre les experts de cette région. Au nom du ministre de la Santé publique de la RDC, le secrétaire général a rappelé aux participants qu'elles sont des personnes clés dans les dispositifs de prévention des maladies émergentes et réémergentes. En République démocratique du Congo, l'établissement d'aires et des territoires conservés par les peuples autochtones et les communautés locales a permis de renforcer les connaissances traditionnelles dans la gestion et la gouvernance des aires protégées. Ces APAC ont été ainsi ciblés parmi les initiatives innovantes mises en place grâce aux efforts des peuples autochtones et des communautés locales dans l'ensemble du pays. En dehors de contribuer à la gestion efficace des aires protégées, ces expériences ont concouru à la restitution des écosystèmes et au maintien d'espèces menacées, en particulier dans des zones d'importance critique pour la biodiversité. L'état des lieux de ces efforts a été présenté par l'Alliance nationale d'appui et de promotion des aires et territoires du patrimoine autochtone et communautaire en RDC, APAC en cycle, le jeudi 9 mars à Kisangani. Déjà sans ignorer que
On a implémenté les aires protégées, les espaces, les sociétés d'exploitation forestière, très souvent dans les milieux de vie des peuples autochtones et communautés locales. Certains d'entre eux ont été même déplacés et consorts. Donc la problématique maintenant, c'est de voir comment sécuriser ces espaces pour éviter ce genre d'abus dont nous assistons depuis plusieurs décennies maintenant. Quand vous faites déplacer une communauté, ou soit pour telle ou telle raison, sans pour autant respecter la loi, parce qu'il y a toute une procédure pour récupérer un espace, notamment, soit on va remettre à cette communauté un autre espace qui a des mêmes critères que le premier espace, mais aussi l'indemnisation. Vous faites déplacer une communauté, vous faites indemniser. Si on ne respecte pas ça, c'est qu'on est en dehors de la loi. Et les peuples autochtones et communautés locales sont en train de lutter avec ceux qui sont avec eux pour que finalement cette situation soit résolue. Les aires et territoires conservés par les peuples autochtones, pygmées et communautés locales s'avèrent une opportunité non négligeable pour atteindre l'objectif 30-30 du nouveau cadre mondial post-2020 sur la biodiversité. Nous sommes venus ici à Kisangani pour démontrer les efforts fournis depuis des siècles par les peuples autochtones et communautés locales dans le processus de préservation de la biodiversité. Et parmi ces efforts, vous avez des espaces de vie déjà qu'on appelle les APAC, les aires conservées par les peuples autochtones et communautés locales, qui sont déjà identifiés à travers les pays. Certaines sont déjà cartographiées et nous sommes venus ici, n'est-ce pas, pour démontrer de quoi les communautés sont capables. Et donc, s'il y a des négociations, s'il y a des discussions, c'est une partie prenante non négligeable dans le processus de la préservation de la biodiversité, mais aussi la lutte contre le changement climatique. Qui dit population, dit aussi peuple autochtone et communautés locales. Il y a les territoires, c'est la RDC, il y a aussi un gouvernement qui gère aussi. Cela veut dire que aussi les communautés réclament cette reconnaissance, ça fait partie aussi de l'élément population. Donc nous ne sommes pas en dehors. La PAC RDC mène plusieurs actions dans le cadre de la promotion, de la reconnaissance, la gouvernance et la sécurisation des sites du patrimoine autochtone et communautaire en RDC. La structure rappelle l'engagement et les responsabilités dans l'appui pour la conservation de la biodiversité, sans laisser de côté les modes de vie durables des gardiens de ces espaces protégés. Et notre plaidoyer depuis longtemps, c'est de voir dans quelle mesure, heureusement avec les différentes réformes en cours, notamment la réforme foncière, aménagement du territoire et consorts, le problème a été posé et nous attendons la finalisation. Nous osons croire que cette question de sécurisation des espaces des terres des peuples autochtones et communautés locales seront une priorité dans ces différentes réformes. Et surtout que les chefs de l'État venaient de promulguer depuis l'année passée, au mois de septembre, une loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones. Nous pensons que cela sera une réalité et non une utopie. Signalons que la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été promulguée le 16 novembre 2022 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après son vote par le Sénat le 10 juin 2022. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale en avril 2021 après plus de 10 ans de plaidoyer. L'ANAPAC RDC figure parmi les organisations qui se sont investies dans les différentes étapes pour l'obtention de cette loi depuis les divers plaidoyers entrepris par son partenaire RIPALEF, Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. Des petits groupes armés de fusils et de machettes agressent, torturent, assassinent et violent l'immense parc naturel de Virunga à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années, la situation d'insécurité qui sévit dans la partie est de la RDC reste une des grandes barrières pour le développement du tourisme et la protection de l'environnement. Cette situation n'est pas passée inaperçue au cours de la conférence internationale sur la biodiversité du bassin du Congo. Des tueries qui sont perpétrées chaque jour dans les périmètres du parc national n'encouragent pas la protection de cette réserve à venir patrimoine mondial de l'UNESCO et du site Ramsar. Nous sommes dans un pays
presque en guerre. Et les sièges, l'almater de groupes armés se trouvent être malheureusement les aires protégées. Nos éco-gardes sont là, ils font leur travail, mais les moyens que possèdent, les moyens par exemple des armes que possède l'adversaire, si vous voulez bien, les groupes armés, ainsi de suite, dépassent nos moyens. La loi autorise à l'éco-garde d'avoir une arme AK. Alors qu'aujourd'hui, vous savez que les groupes armés qui sont dans les aires protégées ont plus que ça. Et nos éco-gardes sont sacrifiés. Alors quand quelqu'un ose dire que nos éco-gardes ne font rien, l'ICE ne fait rien, c'est cracher sur la mémoire de nos éco-gardes. Je crois que tous nous devons être ambassadeurs de notre pays, chacun dans son domaine, pour défendre l'État. En région du nord-est de la RDC, la protection du parc national de Virunga liée au développement durable par les décideurs et les gestionnaires est dénoncée par les autochtones comme une offensive d'insécurité sociale. Elle constitue également une source permanente de conflits. L'Institut congolais pour la conservation de la nature a déjà dénombré plusieurs morts de ces éco-gardes tirés par les différents groupes armés. Ces attaques ciblent en même temps les civils des différentes localités, les villages avoisinants du parc, accusés de désobéissance de ces groupes rebelles. Dernièrement, depuis une année, le parc fait encore face à l'insurgence du mouvement du M23 qui a occupé tout le secteur sud, le secteur stratégique, y compris le quartier général du parc. Cela a empêché tous les services, que ce soit les rangers, les services scientifiques, vétérinaires ou administratifs, n'ont plus accès au site parce que la sécurité n'y est pas. Et cela a obligé les déplacements ou l'abandon des postes de patrouille de tous les rangers pour se réfugier au quartier général, une partie, et tous les officiers de quitter le parc pour la ville de Goma ou d'autres secteurs du parc où la sécurité est plus ou moins relative. Voilà la situation. Ça fait une année que cela a sévi. Et la biodiversité n'est plus suivie, dont le gorille, espèce menacée d'extinction, le gorille des montagnes, qui n'est plus suivi, ça fait une année. La visite des gorilles des montagnes reste la plus grande attraction touristique dans le monde. Le tourisme dans les parcs de Virunga peut générer des millions de dollars pour les trésors publics. Les collectifs des organisations environnementales, dont Conserve Congo, appellent la communauté internationale d'appuyer les corps chargés de la sécurisation des parcs nationaux et réserves naturelles afin de combattre les braconnages et de contribuer ainsi à la sécurisation des populations civiles riveraines du parc national de Virunga. D'essayer de modifier la politique de l'environnement en RDC pour que cette politique soit non seulement en faveur de l'État, mais aussi en faveur des peuples riverains ainsi que les autochtones. Et nous voulons que tout le monde sache que la RDC, c'est le pays solution. Et si la RDC est le pays solution, protéger la forêt du bassin du Congo, et dont la RDC a plus de 60%, c'est protéger toute la planète. Ce genre de conférence, ça vous dit déjà que non seulement le problème est compris au niveau local, mais c'est déjà compris au niveau international. Maintenant, il ne reste que la partie où tout le monde doit se sentir intéressé, où tout le monde doit se sentir concerné et que tout le monde y mette un effort. L'ICCN, en tant qu'entité étatique, acteur majeur du développement local, en plus de sa mission de conservation de l'environnement, indique que plusieurs de ses projets de développement qu'elle a déjà mis en œuvre dans ces parcs sont paralysés. La RDC devra en principe bénéficier des avantages et facilités touristiques au même titre que les pays de l'Est, notamment le Rwanda, le Kenya, car elle fait partie des membres de East African Community. Dans le cadre de l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs nationaux pertinents, la République démocratique du Congo a décidé d'actualiser ses stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité d'ici fin 2023. La vision derrière cette révisitation est d'améliorer la gestion des aires protégées existantes et l'extension de leur réseau, de sauvegarder des espèces de faune et de flore menacées d'extinction et de faire la promotion des paiements des services environnementaux, de la recherche taxonomique, acquisition des connaissances et accroissement des financements affectés à la biodiversité.
Cette discussion à chaud entre les scientifiques congolais et les secrétaires généraux à l'environnement et développement durable a eu lieu le mercredi 8 mars à Kisangani. On a besoin d'avoir des données. En fait, la Convention sur la diversité biologique demande à toutes les parties, dont la RDC est partie depuis 1994, d'élaborer périodiquement une stratégie, un plan d'action national de la biodiversité. Et ces stratégies-là contiennent des axes stratégiques. Et ces axes stratégiques donnent naissance à un plan d'action. Les données sont entre les mains des chercheurs parfois privés, des chercheurs individuels, entre les mains des chercheurs au sein des universités, au sein des centres de recherche, au sein des organisations non gouvernementales internationales et même au sein des communautés locales et des peuples autochtones. Donc c'est à tous ces niveaux-là qu'on doit essayer de récupérer les données. L'État congolais attend compter sur l'implication des chercheurs pour dresser la nouvelle liste des espèces rares, menacées, endémiques, envahissantes et celle des espèces d'importance économique, sociale et culturelle. Une autre démarche va consister à actualiser la formation technique, notamment dans les domaines de la taxonomie, selon les modèles de certains États de l'Afrique, la phytosociologie, la zoosociologie, la biotechnologie et les effets des activités humaines sur la biodiversité. La stratégie doit être révisée ou actualisée, en tout cas dans un délai record. Il sera question d'abord de travailler sur ce qui existe. On a déjà quelques données de référence, mais il faut les renforcer. Les renforcer parce que ici, cette conférence, vous le savez, a été co-organisée avec le Centre de surveillance de la biodiversité. Et le Centre de surveillance de la biodiversité a les points focaux nationaux dans 11 provinces. Donc ces points focaux nationaux, ces points focaux provinciaux des CSB vont devoir collecter les données de leur province. Et nous allons descendre sur terrain pour les centraliser et d'abord actualiser les stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité et commencer à élaborer le 7e rapport national sur la biodiversité. Avant 2024, il faudrait qu'on ait déjà les stratégies et plans d'action nationaux de la biodiversité actualisés. Signalons que ces stratégies des plans nationaux de la biodiversité vont donner la voie pour commencer à élaborer les 7e rapports national du pays sur la biodiversité. Jusqu'à maintenant, la RDC a soumis 6 rapports nationaux à la Convention sur la diversité biologique. Le pays devra soumettre son nouveau rapport à la 16e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Cette grande réunion sur la biodiversité aura lieu en 2024 en Turquie.